Le maternage insolite est un livre vraiment très important, donc de Myriam David et Geneviève Appel, deux grandes figures de la pédopsychiatrie. Il est paru pour la première fois en 1973, puis il a été réédité en 1996, et c'est dans la troisième édition de 2008 que j'ai eu l'occasion de rédiger donc une préface, tandis que Geneviève Appel elle-même rédigeait la postface. La publication d'une traduction portugaise de ce livre est une très bonne nouvelle à mes yeux, parce que ce livre est vraiment un livre essentiel, un livre culte pour les professionnels de la petite enfance, qui a tout changé à l'époque du regard que les professionnels pouvaient porter sur le développement de l'enfant en collectivité. Je souhaite d'abord dire que cette parution en portugais du maternage insolite survient à un moment très particulier. Myriam David est morte il y a quelques années. Geneviève Appel est très vivante, très vivante psychiquement, mais elle est très âgée et elle vient de quitter son domicile personnel pour rejoindre un établissement pour personnes âgées. C'est évidemment un moment très, très délicat dans sa vie. Je l'ai vue quelques jours avant son déménagement et elle reste aussi passionnée qu'elle l'a toujours été pour les fonctionnements institutionnels et leur lien avec le développement, avec leur croissance, avec la maturation psychique. Aussi triste qu'elle puisse être d'avoir quitté son domicile, elle était quand même très intéressée. Elle disait: c'est très intéressant quand même pour moi d'aller voir comment ça se passe dans un établissement pour personnes âgées. Est-ce qu'on prend soin correctement des gens? Voilà, donc une fraîcheur d'esprit, une vitalité absolument, absolument incroyable. Je lui parlerai évidemment de cette traduction en portugais du maternage insolite, et je suis sûr que pour elle ce sera une nouvelle extrêmement importante et émouvante. Alors ce livre, en 1973, donc il a marqué un tournant, comme je le disais, dans le regard que les professionnels de la petite enfance portaient sur le développement des enfants en collectivité. À l'époque, en France en tout cas, en 1970, les enfants en collectivité étaient encore regardés avec une espèce de perplexité. Parfois, ces enfants étaient un peu méprisés par la société, mal considérés. On imaginait qu'un enfant en pouponnière aurait beaucoup de mal à construire un avenir véritablement correct et constructif. Les travaux que Geneviève Appel et Myriam David ont rapportés de Budapest ont montré que quand une institution se donne les moyens véritablement d'une professionnalisation des soins auprès de la petite enfance, les enfants peuvent tout à fait se développer, d'abord survivre physiquement, quand ils ont vécu des choses terribles, mais aussi se construire psychiquement comme des personnes. C'est d'ailleurs une des forces d'Emmy Pickler quand elle a obtenu les locaux de la rue Logzi à Budapest en 1946. Elle a toujours eu cette idée qu'il s'agissait pas seulement de les faire survivre physiquement, mais de leur permettre de se construire comme des personnes à part entière, des personnes dignes de ce nom, c'est-à-dire des personnes qui ne seraient pas méprisées par la société et qui ne se mépriseraient pas elles-mêmes, parce qu'il faut dire que quand un enfant vit des choses terribles au début de sa vie, il peut lui-même être amené à se mépriser, à s'en vouloir, à se sentir coupable et au fond à ne pas s'autoriser à se construire convenablement. Voilà, donc le maternage insolite a été un moment où, en France, on a pris conscience que c'était possible pour un enfant de vivre en collectivité, pourvu que cette collectivité se donne les moyens d'organiser un fonctionnement cohérent, continu, stable, prévisible, sécurisant pour l'enfant. Bernard Martineau, cinéaste bien connu, qui est un ami, en 1990 a fait un film sur Logzi, qui s'intitule Logzi, une maison pour grandir. Et le commentaire de ce film est tout à fait remarquable.
À un certain moment de ce commentaire, il dit le XXe siècle nous aura tout appris des multiples manières de détruire l'individu, mais il y a des lieux, comme l'Institut Picler-Loxi, où au contraire on sait comment aider les enfants à se construire et à se développer, et si ces lieux devaient disparaître, eh bien, ce serait une tragédie non seulement pour les enfants qui s'y trouvent, mais peut-être une tragédie pour l'humanité entière. Ces mots sont importants, ils résonnent souvent dans ma tête. La pouponnière de Loxi a fermé en 2011. Elle a donc existé de 1946 à 2011, mais évidemment, l'Institut Picler-Loxi demeure. Il est ouvert, bien sûr. Il reste un lieu de formation nationale et internationale important. Il y a des consultations qui continuent à avoir lieu, des crèches qui ont été organisées sur les principes, sur les fondamentaux de l'approche piclérienne, des groupes parents-bébés. Bref, ça reste un lieu très vivant, mais la pouponnière a fermé et ça a quand même été un moment historique extrêmement important. Depuis que j'ai rencontré la pensée d'Amy Picler, c'est vrai que mon propre regard sur le développement des enfants a changé. Je trouve que cette approche piclérienne, qui était très pionnière, évidemment, très d'avant-garde, en 1900, dans les années avant la guerre même, cette approche est porteuse d'une éthique du soin et du développement tout à fait particulière. Et c'est intéressant de dire Institut Picler-Loxi, parce que l'approche piclérienne, donc, on la doit à Amy Picler, cette grande pédagogue du XXe siècle, au même titre que Maria Montessori, qui s'est intéressée aux enfants plus âgés, d'âge scolaire. Mais Amy Picler avait d'abord été visiter des familles en tant que pédiatre à Budapest pour essayer de changer la manière des parents, des familles de s'occuper des enfants, une autre manière d'être là, indirecte, pour laisser l'enfant découvrir ses propres ressources, ses propres compétences. Elle valorisait évidemment la liberté de mouvement physique, qui pour elle était un précurseur de la liberté de mouvement psychique, c'était la liberté de penser tout simplement, et pour elle la liberté motrice était la condition même de l'activité autonome, c'est-à-dire la possibilité pour l'enfant de faire ses propres expériences, et puis elle insistait aussi beaucoup sur le respect des rythmes propres du développement de chaque enfant. Voilà, donc avant la guerre, il y avait déjà cette idée d'Amy Picler de changer la manière d'accompagner le développement de l'enfant. Et puis après la guerre, dans l'Institut Picler-Loxi, donc dans la rue Loxi, que l'État hongrois avait mis à sa disposition, elle a travaillé, elle a mis en œuvre de ces fondamentaux de l'approche piclérienne, mais en collectivité. Et Geneviève Appel, dont je parlais tout à l'heure, a insisté avec justesse sur la distinction entre le soin piclérien, qui est tout le travail d'Amy Picler, on pourrait dire d'ores et déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, et l'accueil loxien, qui est l'accueil d'enfants en collectivité, où cette pédagogie piclérienne va pouvoir se mettre en œuvre. Et quand on parle de l'Institut Picler-Loxi, je trouve que ce mot composé a l'intérêt de faire référence à la fois au travail de pédiatre de Amy Picler avant la guerre et du soin piclérien proprement dit, et à l'accueil collectif après la guerre dans cette collectivité qui a été mise en place à l'Institut de Budapest. Voilà, alors la pédagogie est une discipline qui est plus développée en Europe, dans les pays d'Europe de l'Est. En France, le courant pédagogique est encore un petit peu latéral, et c'est un des mérites de ce livre, Le maternage insolite, et de tout le travail, bien sûr, de Myriam David, Geneviève Appel, d'avoir insisté sur la dimension pédagogique. Cette pédagogie qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut repérer, soit dans le développement, mettre en œuvre dans l'accompagnement du développement de l'enfant, mais il y a une pédagogie institutionnelle aussi, et une pédagogie dans la formation. L'association Picler-Loxi France, que je préside depuis 2007, est évidemment, sa tâche est une tâche principalement de formation. Voilà, je vais peut-être pas reprendre évidemment les différents thèmes que j'ai développés dans la préface de ce livre. Je voudrais quand même, pour terminer, peut-être souligner deux choses. D'abord, le
fait que la sécurité, le sentiment de sécurité que les enfants accueillis à la pouponnière de Budapest pouvaient ressentir était probablement lié à la confiance absolue qu'ils pouvaient éprouver très vite envers les adultes qui s'occupaient d'eux et en particulier envers leurs nurses, comme on dit, de référence. Les moments individuels qui leur étaient consacrés étaient des moments individuels entièrement dédiés à eux. Quand une nurse s'occupait d'un bébé, rien ne pouvait la distraire de cette tâche-là. Les autres enfants allaient attendre leur tour. Chacun apprenait d'ailleurs très vite la patience et l'ordre et l'ordre des choses. Et il y avait dans cet institut, dans cette pouponnière de Logzi, une atmosphère de tranquillité et de calme que beaucoup de visiteurs ont signalé. Ça ne veut pas dire que c'était le paradis et que tout était absolument idéalisé, évidemment non, mais certainement une espèce de tranquillité, une sérénité très particulière liée au fait que les enfants avaient une confiance absolue dans l'engagement des professionnels envers eux. Et l'une des personnes de la deuxième génération, enfin après Amy Pickler, il y a eu Edna Tardoche, la fille d'Amy Pickler, que je salue d'ailleurs dans cet enregistrement. Elle est âgée aussi maintenant, mais elle demeure extrêmement vivante et importante. Elle a travaillé avec Maria Winch, avec Eva Kahlo, avec Judith Falk. Et Judith Falk, qui était pédiatre, disait insistait beaucoup sur le fait que le lien entre les professionnels et l'enfant n'est pas le même que le lien entre les parents et l'enfant. Pour les parents, l'enfant est un objet narcissique, c'est une partie d'eux-mêmes. Ce qui arrive à l'enfant, ses joies, ses peines, ses chagrins, arrive à l'adulte, au parent lui-même. Alors que pour les professionnels, l'objet narcissique ne devrait pas être l'enfant lui-même, mais devrait être la qualité du travail, la qualité du soin avec l'enfant. C'est un décalage à la fois minuscule et énorme, et c'est tout le travail de formation que d'amener des éducatrices de jeunes enfants, des professionnels de la petite enfance, à pouvoir à défléchir un tout petit peu l'investissement narcissique de l'enfant sur le lien avec l'enfant, sur la qualité du travail. C'est tout à fait important parce que quand l'enfant va quitter l'institution, bien sûr, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir un petit sentiment de deuil, mais les choses peuvent continuer quand même parce que l'investissement des professionnels va se déplacer d'un enfant sur l'autre. Et Geneviève Appel, et je terminerai là-dessus, a souvent dit que nous manquons de bons mots pour définir ce lien entre les professionnels et les bébés. On peut parler d'amour, mais l'amour n'est pas un outil de travail à lui seul. On peut parler d'attachement, mais probablement il ne s'agit pas de l'attachement au sens de la théorie de l'attachement de Bowlby. On peut parler d'un intérêt, d'un investissement. Il y a un peu de tout ça, mais il n'y a pas un mot bien précis pour qualifier le lien professionnel-bébé, alors que le lien parent-bébé, bien sûr, est plus facile à définir. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je crois que j'espère avoir fait sentir l'importance de ce livre. Ça fait presque une cinquantaine d'années qu'il est paru, en 73 pour la première fois. Il reste d'une actualité énorme, compte tenu des contraintes économiques, sociales, financières, politiques, sanitaires qui pèsent sur beaucoup de pays. Il faut absolument que tous ces apports soient préservés. On a appris beaucoup de choses grâce à Amy Pickler. Il faut pouvoir continuer à les mettre en œuvre et de mieux en mieux et de plus en plus, malgré tous les obstacles qui parfois nous en empêchent. Et parmi ces obstacles, il faut souligner le pouvoir des bébés. Les bébés ont à la fois cette capacité d'induire des liens, de faire travailler autour d'eux toute une série de professionnels de manière transdisciplinaire, mais les bébés ont aussi cette capacité d'attaquer les liens mêmes qu'ils induisent, et une institution, les professionnels doivent être très vigilants à ne pas être imprégnés par ces fonctionnements propres aux bébés, qui sont à la fois du côté de la liaison et de la déliaison.
Autrement dit, toute institution doit se donner le temps de réfléchir et d'élaborer cette question de la déliaison pour ne pas tomber dans une idéalisation, une illusion groupale qui, au fond, risquerait d'être assez inefficace. Voilà, un grand merci donc aux éditeurs brésiliens et aux traducteurs de ce texte essentiel. C'est un texte déjà ancien, mais encore extrêmement moderne, et je suis très heureux d'avoir pu le préfacer. Je vous remercie de votre attention.